C'est ainsi qu'on se retrouve, les amis, pour un autre épisode du podcast Airbnb Show. Je voudrais commencer ce podcast-là, PO, en remerciant nos propriétaires. Aujourd'hui, on est au chalet le Tamarack, qui est situé à Saint-Côme, dans une des places les plus hautes au Québec en termes de ski puis de setup, vraiment. Je voudrais remercier, les propriétaires du Tamarack, mais aussi tous nos propriétaires qui nous font confiance jour après jour, mois après mois et même année après année euh, pour la gestion de un des plus gros, sinon le plus gros investissement de leur vie. C'est vraiment un honneur pour nous de faire ça. On le fait avec passion. On a commencé ça par passion. On tripe à tous les jours. Moi, je me sens choyé par la vie de pouvoir faire ça, de pouvoir vivre de ma passion, de triper, d'être là-dedans tous les jours. Puis c'est vraiment grâce, à nos locataires qui reviennent toujours dans les chalets, Oui. mais aussi aux propriétaires qui nous font confiance. Fait que je voudrais en profiter pour dire merci à tous nos clients, à tous nos propriétaires qui sont avec nous en gestion, qui nous font confiance. C'est vraiment un honneur pour nous de s'occuper de vos unités locatives, vraiment. Puis merci. Moi, ça me comble à tous les jours, professionnellement, personnellement, de pouvoir faire ça. Fait que je voudrais vraiment vous en remercier du fond du cœur. Oui, on vous en remercie. Puis pour de vrai, c'est grâce à vous que la famille Chaletto, d'année en année, grandit. C'est-à-dire qu'en réalité, qu'on embauche des employés. C'est-à-dire vraiment, on vous remercie. Ça permet vraiment que la famille Chaletto soit de plus en plus grande puis de plus en plus épanouie. Yes. On vous le dit souvent, pour être gestionnaire de chalet locatif court terme, puis pour être, je pense, efficace, il faut être un cordonnier bien chaussé. Aujourd'hui, on avait envie de parler justement d'un point que vous vivez souvent ou que peut-être que vous allez vivre au courant des prochains mois que vous avez vécu. Puis en espérant que cette séance-là, ce podcast-là, vous permette de peut-être d'éviter des erreurs coûteuses, puis de pouvoir être vraiment optimal dans le processus de la construction en fait de votre chalet ou de la rénovation, peu importe. PO est présentement dans la construction d'un chalet locatif qui va être une thématique incroyable sur le casino. Je pense qu'il va s'appeler le Casino Royal. Oui, Casino Royal. C'est ça. Vous le savez, on est tannant avec ça. Les thématiques, c'est vraiment important. Celle-ci, elle va être vraiment incroyable. J'aimerais ça. Parlons-en, PO. Je pense que le projet-là a vu jour. Tu as acheté ton terrain, quoi, ça fait à peu près 1 an? Pas encore. J'aurais dû, mettons, avril ou mai. En tout cas, en réalité, en avril, on faisait les démarches pour trouver un terrain. Puis le terrain, il y a un terrain vraiment qui était rapidement construisible, qui était un de mes critères, qui est apparu sur le marché. C'est-à-dire, on n'a pas perdu de temps, on a fait le financement, puis on a commencé les démarches en avril pour l'acheter en mai. Fait que tu sais, c'est ça. La première étape, c'est de trouver où tu veux bâtir ou de trouver l'unité à acheter. Même pas. En réalité, la première étape, puis c'est tellement la première étape qui a l'air trop intuitive qu'on l'oublie. Qui sont les partenaires avec qui on fait. C'est ça. C'est qui tes partenaires? Avec qui il faut que j'arrête de taper sa table? Avec qui, en réalité, tu veux construire ton chalet? Je suis pas du genre à vouloir avoir des projets tout seul. Pour de vrai, je pourrais le faire, il n'y a pas de problème. Mais ultimement, quand j'investis, ma mentalité à moi, c'est de vouloir avoir du fun avec du monde. Donc, dans le projet-là, en réalité, il y a moi et ma conjointe qu'on s'est dit qu'on voulait avoir un chalet avec sa sœur, qui est sa sœur jumelle, en réalité identique, puis avec son conjoint. Puis, dans tout projet, puis je le nomme quand même souvent, c'est important que tout le monde ait des compétences un peu différentes. Faut pas qu'il y ait 4 personnes qui soient full bon en service à la clientèle, puis qu'il y ait personne qui soit bon, mettons, qu'il y ait personne de manuel. Tu sais, c'est le fun d'avoir un peu des compétences diverses dans l'équipe. Puis ce qui est vraiment le fun, c'est qu'on a, je suis avec mon beau-frère Russell, que lui, en réalité, sa job à temps plein, c'est d'être un charpentier menuisier, c'est-à-dire qu'il est hyper manuel. Déjà là, je voyais la pépite d'or dans le sens que je savais que j'allais sauver tellement d'argent sur la construction que c'est lui qui allait mettre beaucoup d'heures. Puis que lui, il veut pas, j'imagine, il me l'a déjà dit, il voyait la pépite d'or aussi avec moi, qu'il savait qu'en termes de gestion locative, on allait être sa coche. Les 2 filles, eux, on le savait que vraiment tout ce qui allait être la thématique, on allait les enligner sur la bonne thématique. Puis le Casino Royal, pour de vrai, ça a été long avant qu'on le trouve. Là. On le savait qu'on voulait un chalet thématique, mais ça a pris vraiment du temps avant qu'on le trouve. On l'a trouvé pendant qu'on construisait, qu'on n'avait pas encore acheté
des meubles où on avait juste acheté 2-3 électroménagers. Puis vraiment, eux, c'est ça leur point fort, puis qu'ils l'ont vraiment prouvé, les deux filles. Là. C'est vraiment qu'ils sont allés, quand on a trouvé une thématique, ils l'ont vraiment explosé, puis ils n'ont pas fait les erreurs de base, dans le sens, quand on prend une thématique, faut pas juste mettre des cadres partout dans le chalet avec la thématique dessus, ça va être laid. Finalement, pour de vrai, on n'aura pas l'impression d'être dans un chalet thématique. On va juste avoir l'impression dans un chalet qu'il y a des cadres partout avec des, mettons, un casino. Tu sais, mettons, en réalité, l'étape 1 a été de former l'équipe. Ouais, étape 1, former l'équipe. Un coup, l'étape 1, décider, ben là, c'est les grands alignements. Je pense que vous aviez dans l'idée d'avoir un chalet de 14 personnes. Fait que ça prend un terrain en conséquence, ça prend ci, ça prend ça. Bref, là, vous avez trouvé le terrain, vous êtes assuré qu'il y avait un bon zonage, que vous pouviez faire du locatif court terme, tu as validé. Donc, étape 2, tu as trouvé un terrain prospect, tu as validé que le terrain répondait aux critères, au budget que vous aviez en allant valider le zonage avec l'urbaniste. Après ça, étape 3, financement pour acheter le terrain. C'est un peu ça l'étape qui vient. Oui, non, c'est un très bon résumé. Puis, tu sais, le financement, j'avais l'impression, parce que souvent, Desjardins est quand même fort normalement dans le marché. J'ai l'impression que notre courtière hypothécaire, Nadine Bastide, allait nous enligner vers Desjardins, qu'on allait faire une autoconstruction avec eux, un peu comme on avait déjà fait dans le passé. Mais là, vraiment, ça a donné que, là, pour le projet qu'on avait, pour les taux d'intérêt qui étaient présentement, c'était CIBC qui offrait à ce moment-là le meilleur produit pour notre chalet qu'on voulait construire. On est allé donc tout simplement avec CIBC, mais tu sais, ça aurait pu être Desjardins, ça aurait pu être CIBC, ça aurait pu être Banque Nationale. C'est juste là, ce qu'elle a donné, c'était CIBC. D'où l'importance de faire affaire avec un courtier hypothécaire. Honnêtement, c'est eux qui vont vous trouver le meilleur deal, le meilleur produit. Plus jamais on se passe de ce service-là. Nous, on fait affaire avec des courtiers hypothécaires, des courtiers assurance hypothécaire immobilier, en réalité, c'est un plus. Quand tu sais pas, ils vont te faire sauver du temps. Et puis le temps, c'est de l'argent. Fait que des fois, pour avoir un taux d'intérêt de genre 0,1%, 0,02% moins cher, t'es mieux d'aller avec un courtier. Fait que tu sais, donc, financement, un coût de financement réglé, là, il faut... Pendant le financement, tu sais, il y a plein d'étapes que, on va les numérer un après l'autre, mais il y a plein d'étapes qui sont un peu ensemble en même temps. Dans le sens que, oui, là, il y a le financement, mais pendant le financement, que continuer après, c'était de faire l'étude de marché. On savait qu'on voulait un gros chalet, environ de 12 peut-être personnes. Les filles, eux, voulaient plus un chalet de 10 personnes. Mais on a fait une étude de marché pour voir le chalet qu'on voulait construire sur le terrain-là, dans ce secteur-là, qu'est-ce qui allait être mieux. C'était un 8, un 10, un 12, un 14 ou il fallait absolument des gros chalets de 16-18 personnes. Je ne vous cacherai pas, les filles, eux, voulaient plus un moyen chalet d'un 8-10. Puis moi, je suis du style à vouloir des plus gros chalets vers le 16 à 20. C'est-à-dire, l'étude de marché, à ce moment-là, elle nous a démontré que dans le secteur-là, l'offre pour les chalets de 8 à 12, il y en avait beaucoup. C'est-à-dire, si je voulais avoir un peu plus démarquer un peu plus de la compétition autour, il fallait que j'aille plus dans les un peu plus gros que le 12. Pour ça qu'on a, à base, on a construit un chalet que le monde peut dormir 12 dans les chambres au total, puis qu'on a rajouté un divan-lit pour avoir un chalet qui peut accueillir 14 personnes, pour vraiment sortir du petit range de trop, puis s'assurer qu'on sort un peu de la compétition, tout simplement. L'étape-là, elle s'est faite comme pendant le financement, puis aussi le financement. Ça serait la 4e étape. Parce que c'est un peu à ce moment-là, en même temps que vous étiez en train d'analyser les plans du chalet. Ben c'est ça. Et donc là, la 5e étape est floue aussi avec la 4e étape. Parce que là, oui, bon, on a fait l'étude de marché, on sait quelle grosseur de chalet qu'on veut, on sait déjà les commodités qu'on va avoir besoin dedans. À cause dans le secteur-là, il y a des commodités qui sont obligatoires, puis il y en a d'autres qui ne sont pas obligatoires. C'est-à-dire là, les filles avaient déjà une idée en tête, puis j'étais à 100% d'accord avec eux, puis même Russell, mon beau-frère était à 100% d'accord avec eux. C'est un chalet plus style scandinave. À ce moment-là, donc, les filles ont commencé à choisir un peu le type de couleur. Ils sont allés voir sur le net pour ça. Puis là, vraiment, c'est à ce moment-là qu'on a vraiment couché sur plan, même nous-mêmes à la mitaine. Comment on voulait notre chalet environ. On voulait les chambres où, on voulait les salles de bain où, on en voulait combien de salles de bain, on voulait, puis tu sais, c'est là où j'ai partagé mon expérience à l'équipe, puis c'était important. C'était vraiment de s'assurer que les chambres, comme on a déjà mentionné, c'est pas le point important, là. Oui, il faut que ça soit beau puis que le monde soit confortable et qu'ils dorment bien, mais il ne faut pas mettre des grandes chambres. Il faut vraiment aller optimiser les espaces communs que le monde, l'attrait principal du chalet, ça va être dans le salon, la cuisine, la salle à manger, puis le spa. Puis s'assurer vraiment que tout ça, d'une certaine manière, communique ensemble. Il ne faut pas que le salon soit comme un coin dans le chalet.
que la table à manger puis la cuisine soit l'autre coin du salon, l'autre coin du chalet, puis que le spa soit, admettons, à dehors, mais à l'autre bout. Comme ça viendrait comme créer des fois des séparations de groupe qui ferait que le monde aurait une moins belle expérience durant leur séjour. Ça, on y pensait dès le début. Ça, c'est comme l'étape 5, un peu ce que je viens de parler. Puis là, la construction commençait. C'est-à-dire là, je veux pas, les petits problèmes normaux ont commencé. Des fois, les sous-traitants, on avait cédulé telle date, puis c'est Russell qui a géré 100% des sous-traitants. Je lève mon chapeau. Bon, ils respectaient pas leurs ententes, ils étaient en retard d'une semaine. La ville, pour de vrai, tu sais, c'est niaiseux, mais même la ville, nous ont par accident, puis c'était pas volontaire, causé des retards à cause que l'entrée d'eau devait être faite, admettons, en juillet. Ça a été fait en novembre, l'entrée d'eau. Puis pourtant, tu sais, ils ont eu des retards. Ça, c'est vraiment, attendez-vous dans la construction d'un chalet, là, surtout si c'est vous qui le gérez à moitié ou en totalité. À gérer de l'imperfection. Ouais, c'est ça. Puis des impondérables, puis des trucs qui sont pas prévus, ça arrive tout le temps. C'est ça, le jour zéro, tout devant vous sur le plan, sur la feuille, là, va être clair. OK, le gars là vient telle journée, le gars là vient telle journée, le gars là vient telle journée. Hey, parfait, mon chalet, dans 3 mois, il est fini. Je le meuble en une semaine. That's it, gang, j'ai mon chalet. Non, c'est pas ça qui arrive, là. Puis en réalité, à seconde que quelqu'un qui cause un retard, c'est que ça vient retarder tout le monde, les autres. Faut, si le plombier n'est pas venu, ben, le gars de céramique peut pas venir. Ça vient retarder tout le monde, tout simplement, là. Ça veut dire, attendez-vous à des imprévus, là. Mettez-vous pas des deadlines serrés dans votre tête à vous. Oui, vous pouvez mettre des deadlines serrés sur papier, mais pas dans votre tête, là. Faut pas que vous soyez déçus si finalement vous avez eu un mois de retard, là. Au contraire, il y a de grandes chances que ça arrive. Au contraire, soyez vraiment heureux si finalement vous rentrez dans les délais au jour près, puis que c'est serré, puis que tout a bien été. Tant mieux, là. C'est des beaux moments quand ça arrive, mais c'est pas le cas d'habitude. Même moi puis Mathieu, on en a construit un, le Hula Cook, on vous parle souvent. On a eu des délais, des retards sur tous nos sous-traitants. Puis pourtant, c'était des impondérables qu'on pouvait pas prévoir, là. Non, c'est ça. Puis ça fait partie de la game. Puis faut juste, quand on le construit, je pense qu'il faut être prêt. Puis ce mindset que ça va arriver. C'est sûr que ça va arriver à un moment ou à un autre de la construction ou de la mise en place du projet. Il faut juste être capable de le gérer. Puis pas trop gérer. Je pense aussi, la gestion du budget puis du cash flow, parce on a vu des histoires d'horreur, là, des gens qui ont tout brûlé leur cash puis leur cash flow, puis qu'ils comptaient vraiment sur le début de la location, sinon ils allaient faire faillite quasiment. Là, fait qu'il faut vraiment faire attention de ne pas s'embarquer dans ce volet-là non plus, puis être capable d'absorber une certaine zone de tampon entre le moment où le chalet va être prêt à louer. Puis que la construction n'est pas achevée. Ben, un peu comme le Hula Cook, puis un peu comme on est en train de faire aussi avec notre chalet casino. Chalet casino, il y a le chalet qui va être construit. On le sait déjà, mais l'été, on a déjà des petites améliorations, des petites dépenses de plus qu'on a prévues. Puis en réalité, l'année d'après, c'est sûr qu'on va avoir d'autres optimisations puis d'autres choses qu'on va vouloir rajouter au chalet. Comme un peu le Hula Cook, dans le sens qu'on a construit le chalet la première année. Deuxième année, on a fait une petite structure en haut du spa pour que ça soit plus beau, plus paisible, plus le fun. Cosy, ouais. Ouais, cosy. Ça veut dire, vous pouvez étaler votre projet sur 2-3 années, les dépenses, tant que le chalet en général, il faut juste qu'il soit habitable et que ça soit le fun pour les locataires. C'est un bon point. Je pense que c'est important d'amener aussi qu'il ne faut pas vouloir tout faire en même temps, se ruiner, puis après, plus être capable d'achever le projet. Là. C'est certain qu'il y a des choses qui doivent être mises en premier. Si vous avez, je vais donner un exemple très, très concret. Il y en a qui mettent l'air climatisé, mettons, plus tard dans la saison. Ton chalet, il se finit de construire en novembre. Presse-toi pas à foutre un air climatisé là si t'as pas le budget. Attends, l'été, ramasse ton cash du temps des fêtes, positionne toutes tes dépenses en fonction de laquelle est la plus prioritaire. Si tu me dis, j'hésite entre faire une cuisine extérieure qui va me coûter 10 000 ou mettre un spa. Qu'est-ce qui va être le plus payant? C'est clair que ça va être de mettre un spa. La cuisine extérieure, c'est clairement une bonne idée. Ça va être hot, ça va t'amener des bons reviews, ça va être vraiment apprécié par tes clients, puis ultimement, tu vas le récupérer d'une façon ou d'une autre. Mais ce qui va te générer des locations, c'est pas ta cuisine extérieure, c'est ton spa. Fait que c'est vraiment important de faire attention à ces dépenses-là, puis de pas partir en peur, puis de le faire comme si c'était pour toi. Faut que tu le fasses pour du locatif court terme. Fait que soyez pas émotifs, soyez objectifs, puis consultez des gens qui passent par là souvent. Là. Puis autant que, comme tu viens de le soulever, autant qu'aussi Anthony du groupe Serra sur une autre de nos vidéos a déjà soulevé aujourd'hui,
la preuve que le projet-là, il faut que vous le voyez en 2-3 étapes, c'est que quand vous construisez votre chalet à la fin de la construction, là, vous pouvez aller chercher toutes vos taxes. L'achat des meubles, c'est sûr que vous allez payer des taxes. La construction, vous allez payer des taxes. Puis là, boum, à la fin, là, vous avez comme un immense retour de taxes. Des fois, c'est vraiment, pas des fois, c'est toujours dans les dizaines de mille. Là. C'est vraiment plusieurs dizaines de mille qui vous reviennent dans les poches. À ce moment-là, si vous voulez, vous pouvez installer une air climatisée, mettons, ou là, à ce moment-là, vous pouvez faire un setup de fou dehors, puis qu'au début, vous ne l'avez pas fait, que vous attendiez le retour de taxes. C'est des projets qu'il faut vraiment se donner une vision un peu plus sur le moyen terme. Il ne faut pas penser que le jour 1, hey, je veux tout. Je veux ma cuisine extérieure, comme tu viens de dire. Je veux mon spa, je veux mon sauna. Je veux des trucs pour les enfants pour qu'ils puissent jouer, des aires de jeu. Je veux mon terrain de basketball, je veux n'importe quoi. Non, allez-y étape par étape. Il y en a que des fois, leurs étapes vont être étalées sur 1 an ou 2. Il y en a qui vont l'étaler sur 5 ans. Progressivement, ils ont déjà une vision sur le long terme. Dans 3 ans, là, c'est un cabanon cheap que j'ai mis là, mais je voudrais faire une petite unité, genre une chambre puis une petite salle de bain, que le monde va pouvoir comme louer le chalet, mais ils vont avoir une petite annexe à côté. Tu pars sur une tangente, j'aime vraiment ça, puis il faut en parler parce que c'est arrivé à beaucoup de propriétaires, justement, qui ont fait ça, qui n'ont pas consulté la municipalité nécessairement, puis des fois, c'est pas la faute des propriétaires, des fois, c'est la municipalité. Ils attendent juste le moment, ils scopent le propriétaire, puis là, au moment où il y a un écart de conduite, il trigger. Je vais donner un exemple sans nommer de place. On a certains chalets qui étaient qui avaient comme... quand il a été bâti, mettons, il y avait 3 chambres ou 2 chambres. Donc, la fosse septique était conforme pour 2 chambres. Propriétaire, il y a une mezzanine qui a été aménagée d'une façon. Je refais une chambre, puis je transforme une autre chambre en dortoir. Tout d'un coup, le chalet devient 3 chambres. Puis au lieu d'accueillir 6 personnes, il peut accueillir 10 à 12 personnes. Là, la municipalité voit les annonces. Monsieur X, malheureusement, il va falloir que vous remettiez votre chalet à 6 personnes. OK, mais c'est parce que là, tu as mis beaucoup d'argent, tu as pensé à ton setup, tu as budgété pour que ça se loue à 12 personnes. C'est une catastrophe, là. Mais tu sais, ça, on l'a vu arriver. Juste cette année, je pense que ça fait 3 propriétaires qu'on voit qui passent par là. Donc, faites vos validations pour vos installations septiques, votre champ d'épuration, savoir s'il est conforme pour le nombre de chambres ou pour le projet que vous voulez avoir, que vous voulez mettre en place, le nombre de personnes. Fait que parlez à la municipalité, validez. Vous allez pouvoir potentiellement sauver beaucoup d'argent ou d'énergie, et même les deux. Puis des fois, c'est juste un correctif à apporter sur la fosse septique ou quoi que ce soit pour atteindre un niveau de conformité. Mais c'est vraiment, vraiment important de faire ces validations-là avant de s'embarquer dans des projets d'optimisation de chalets ou de chambres, parce que ça peut vraiment virer au cauchemar. C'est niaiseux, là, puis peut-être que je me trompe, mais je pense que les municipalités vraiment qui ont des chalets locatifs sur le bord d'eau, mettons des lacs ou des rivières, qui sont beaucoup plus agressifs sur les règlements-là. Puis je pense d'un point de vue environnemental. Là, oui, je m'avancerai pas trop. Là, mais... C'est correct. Je veux dire, d'un sens, c'est tout à fait correct. Mais oui, effectivement, on le voit, les municipalités qui ont des points d'eau, des lacs sont plus à cheval sur ces règles-là. Je pense que ce qui est tout à fait correct, mais c'est sûr que ça peut devenir un embûche. Il faut y penser quand vous faites de l'optimisation de vos chalets. Il faut le garder en tête parce que ça peut quand même vous créer des désagréments, des embûches, des enjeux, puis du gros stress. Puis là, pour revenir sur le chalet qu'on construit, pour y aller étape par étape, dites-vous que la construction, ça va être le point le plus important de votre projet. Un chalet qui va avoir coûté 500 000 versus un chalet, le même chalet, même grandeur, qui va coûter 1 million, c'est sûr que le chalet qui va vous avoir coûté 500 000 à construire va être plus rentable. Dans le sens que le point que je veux amener, c'est contrôler vos coûts de construction. C'est le moment le plus important qui va avoir un impact sur toute la vie de votre projet. Dans le sens, si votre projet, vous l'avez pendant 20 ans, puis votre hypothèque vous a coûté 500 000 au lieu de 1 million, la rentabilité va être beaucoup plus facile à cause que votre hypothèque va être beaucoup moins grande. Là, je sais que l'hypothèque, c'est pas dramatique à cause qu'il y a un gros dégagement en capital sur ça, mais il y a aussi une part aussi d'intérêt qu'on paye. C'est-à-dire, si tu es capable de vraiment contrôler ton coût de construction, puis des fois de te laisser des petites choses faciles, niaiseuses, dans le sens, la peinture, si t'es bon de base, puis t'es à l'aise de le faire, mais fais la peinture, tu vas peut-être sauver 3 4 000, pas tant que ça, mais 3 4 000 $ de dépenses. La teinture avec. Des petites choses
de base que Puis- tu te sens à l'aise. Allons dans l'exemple extrême de ce que tu nommes. Je ne sais pas si tu te souviens, la madame qu'on avait été visiter son chalet, c'était sur le bord d'un lac, Oui, peu importe oui. c'est où. Elle disait qu'elle avait mis 900 000 de rénovation. On est arrivé sur place, c'était un chalet pour 6 personnes. Puis, tu sais, quand on a mis le pied dans la place, je me souviens le regard qu'on s'est fait. Tout de suite, on s'est regardé, on a fait comme, hey, tu sais, pauvre madame, genre, elle ne rentabilisera pas ce chalet-là d'aucune façon. C'est impossible. Elle va juste éponger La perte. la perte ou la dette. Ou... tu sais, la madame avait mis des robinets de luxe, là, mais genre, c'était écœurant, là, c'était beau. Mais tu sais, rien que dans la cuisine, je pense qu'il y avait 200 000 $, de stock. Les Oui. comptoirs, c'était complètement fou. Cuisine vraiment de malade. Le chalet, tu sais, super beau, mais c'était pas pensé pour du locatif court terme. Puis, tu sais, quand on a visité, on a été franc. Là. On a dit, madame, tu sais, un chalet locatif, il va avoir des bris, il va avoir des choses. Puis, on ne pourra jamais réclamer nécessairement on ne pourra jamais atteindre les montants de réclamation de tout ce que ça vous a coûté s'il y a des bris dans ce chalet-là. Puis l'autre point, c'est que le L, puis ça, c'est une erreur. Puis écoutez, c'est très important ce que je vais vous dire là. Cette personne-là avait en tête que parce que ça y avait coûté 900 000 de rénovation, qu'elle pouvait donc louer pour atteindre un tel prix parce que ça valait ça. Mais j'ai rapidement parlé avec la dame, puis je lui ai expliqué, écoutez, madame, votre chalet est pour 6 personnes. On ne peut pas louer ça à 5 000 $ la nuit pour 6 personnes. C'est complètement impensable. Je veux dire, il faut se comparer avec la compétition autour, alors que les chalets autour se louaient pour 6 personnes, 300, 500, 600, Ouais. dépendamment quelle période. Ouais. En été, c'est plus fort. Mais tu sais, quand tu es rendu à du 100 $ par tête la nuitée, à part, mettons, frais de ménage, hey, c'est de l'argent en sacrifice. Là. Ouais, quoi, en moyenne, au Québec, on le voit. En moyenne, le monde va le payer comme 50$ par tête. Ben, c'est ça, en grosse de moyenne, même, puis là. je pense même que c'est même 45, parce qu'il y a des secteurs que c'est beaucoup moins que ça. Il y a Oui. des secteurs c'est beaucoup plus que ça. Ça dépend si tu as un spa ou tu n'as pas de spa. Ça dépend, ton chalet il est pour combien de personnes. Il y a tellement de facteurs. Tu sais, c'est sûr que ton prix par tête va être beaucoup plus élevé dans un chalet de 4 personnes que dans un chalet de 20 personnes. Parce qu'à la base, tu payes pour aussi l'unité. Tu payes pour avoir l'unité complète à toi. Fait que plus tu viens augmenter le nombre de personnes, mais plus tu divises le prix par tête. Fait que, tu sais, c'est sûr que, donc, tu sais, tout ça pour dire que la moyenne, en tout cas, ça peut pas être, tu sais, du 100$ la nuitée, ça va arriver dans certaines périodes par tête, genre Noël, jour de l'an, les grosses périodes. Puis ça va dépendre du secteur aussi. Il y a des secteurs que ça va revenir plus souvent dans l'année, mais il y a d'autres secteurs que le top genre montant qu'ils vont atteindre par tête, c'est 60$ la nuitée. Là. Ouais. Ça dépend vraiment. Il y a beaucoup, beaucoup de facteurs. Puis les commodités, les grosses commodités que les clients recherchent beaucoup, c'est clair. Mettons, je parle pas de télé, Wi-Fi. Les trucs de base, mettons-les C'est obligatoire. tout obligatoire, mettons, là, télé, Wi-Fi, comme ça. Mais tu sais, le spa, bon, déjà, c'est la grosse commodité, mais là, tous les chalets tous les chalets locatifs, je pense, qui se démarquent ont minimum un spa. Là, on voit de plus en plus les saunas. Tranquillement, Sauna, ouais. c'est quelque chose qui apparaît et qui commence à être vraiment un point chaud puis un point intéressant. C'est con, mais les activités, baby-foot, table de pool, les poêles à bois. Mais étonnamment, les jeux d'arcade, il y a beaucoup de propriétaires qui nous le demandent de plus en plus. Il y a quelques nos propriétaires qui en ont. Je vais être franc avec vous, je pense pas que ça a vraiment eu un impact. D'un, on n'a jamais eu de clients qui nous ont demandé « Ah, y a-tu des jeux d'arcade dans le chalet? » Puis les chalets qui ont des jeux d'arcade, l'entretien ménager nous mentionne souvent qu'ils n'ont pas l'impression que ça a été utilisé à cause qu'ils sont propres, ils n'ont même pas été ouverts. Ça veut dire, oui, ça ou quand ça brise, ben, ça coûte quand même cher. En plus. Parce que c'est de l'électronique et tout ça. Là, fait que... c'est ça. Je pense que les jeux, admettons, comme ils viennent de dire, table de baby-foot, c'est plus payant que jeu d'arcade. Surtout en termes de prix, même le jeu d'arcade va coûter sûrement plus cher ou égal. Là. Mais c'est ça, puis faut pas se leurrer pour réussir à rentabiliser un projet locatif. PO l'a bien dit, contrôlez vos coûts. Il n'y en a pas de recette magique. Arrêtez de vous mettre des œillères puis d'avoir la tête dans le sable. Restez la tête froide, regardez les chiffres de manière très froide puis très pessimiste. J'ai beaucoup trop de propriétaires, des fois, qui arrivent avec nous et qui nous disent « Ah, moi, on va louer tel prix. »
Hey! Puis là, je suis comme, écoutez, on va commencer par le commencement, je vais vous montrer les chiffres de votre secteur. La moyenne. Puis là, ils font comme, oh, OK, mais tu t'es bâti un chalet, puis t'as pas regardé ça, tu sais. C'est important, là. Ben c'est ça, puis je l'ai dit, c'est quoi l'étape? Tu sais, tantôt, j'ai énuméré, je pense que c'était l'étape Étude de 4, marché, là. ouais, c'est ça. C'était l'étape 4. Avant que tu mettes la pelle dans le sol, là. Tu sais, fais ton étude de marché, essaye de réserver des chalets. Puis là, fais pas juste faire comme, ah, gars, lui, il était à 1000$ la nuit, toute l'année. OK, c'est quoi son taux d'occupation? Puis ça, c'est une autre affaire. Le taux d'occupation. On se fait beaucoup parler. Ouais, vous avez un taux d'occupation en combien? Hey, c'est une question qui est complètement inutile si elle n'est pas prise dans son contexte. Excusez-moi, là. Le taux d'occupation, oui, c'est important, mais si tu as un taux d'occupation de 100%, tu sais, il y a un propriétaire récemment qui m'a demandé ça. Il dit, ah, tu sais, c'est quoi le taux d'occupation que je peux viser? Ben, ça dépend quel type de propriétaire que tu es. Nous, on va viser le taux d'occupation le plus élevé possible, mais pour les périodes de semaine, par exemple, on va descendre nos prix de manière très, 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 très agressive. Ce qui fait que nos gros chalets de 20 personnes, on réussit à atteindre quasiment du 60%, 55% dans nos gros chalets parce qu'on gère comme des malades. Durant les semaines, on est hyper agressif, mais nos fins de semaine, ils ne démarrent pas d'un prix X que si on louerait juste les fins de semaine comme la plupart des autres propriétaires, notre taux d'occupation serait de 40-45%. Pourquoi notre taux d'occupation est de 55-60%? Mais c'est parce qu'on gère nos semaines comme des fous, on est hyper agressif, mais les fins de semaine, on reste steady sur un prix. Fait que le taux d'occupation est hyper pertinent ici, mais il faut faire la différence entre les fins de semaine, les semaines, puis c'est pour ça que le taux d'occupation n'est pas une donnée magique à regarder. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas le taux d'occupation. Que tu aies un taux d'occupation à 40% ou à 99%, c'est le chiffre en bas. C'est ça, je voulais entendre. Quoi, le chiffre en je voulais bas? entendre. C'est ça qui est important. Arrêtez de juste penser au taux d'occupation ou au prix par nuitée. On s'en fout, là. Tu sais, j'ai donné l'extrême du taux d'occupation. Je vais donner l'extrême... l'autre extrême, en réalité, on a des propriétaires que je nommerai pas, ou des gens qui nous ont déjà approchés, qui ont dit hey, moi, je ne veux pas descendre en bas de tel prix. OK, parfait, mais tu sais, ton chalet, tu ne le loueras pas. Ou, tu vas avoir des problèmes. Moi, mais je ne veux pas descendre en bas de temps. OK, parfait, tu sais. Puis là, ben, on a des taux d'occupation à 30% et même des fois pire. On a des mois complets sans être loué. Et là, la personne, ouais, ben, je ne suis pas loué. Ben, écoute, tu demandes 150$ par nuit en semaine pour ton chalet de 2 personnes. Puis 4 rues plus loin, moi, mettons, mon chalet, là, présentement, je le loue à 75$ la nuit en semaine. Ah, mais 75$, ça n'a pas de bon sens. Tu rentabiliseras jamais. Pourquoi je rentabiliserai jamais? Ah, mais là, 75$, je rentre pas dans mes frais. Hey, ça, là, je rentre pas dans mes frais. OK. Je vous arrête 2 secondes, on va faire des calculs ensemble, OK? Dans une semaine, dans un mois, en moyenne, il y a 4 semaines. OK? Notre chalet, là où la coûte, on a un taux d'occupation complètement déraisonnable à genre 80%, 85%. Ouais. Le mois de novembre, booké bord en bord, tous les chalets autour sont vides. Là, dire, OK, ouais, mais vous louez à 75$ la nuit, moi je demande 200 la nuit en semaine. Ouais, mais tu ne loueras pas à 200. C'est ça l'affaire. Qui est en vacances au mois de novembre, en pleine semaine? Personne. Il n'y a pas personne en vacances. Donc, la clientèle que tu vas attirer, ça va être des gens retraités ou, plus souvent, des travailleurs. Les travailleurs ils ont un montant par nuitée d'accordé par tête. Puis c'est des gens hyper clean, hyper propres. Ils se pointent au chalet. Ils partent travailler à genre 5 h le matin. Ils reviennent à 4 h, 5 h le soir. Ils soupent, ils sont brûlés. Ils se couchent, ils dorment, puis ils recommencent le lendemain. 5 nuits dans une semaine à 75$, ça fait combien? Ça fait 350. 375? Ouais, c'est ça, 375. Oui, 375. 375$. 375$ fois 4 semaines dans un mois, ça fait combien? Je ne l'ai pas calculé, mais ça fait 750 fois 2, en réalité, 1500$. Genre, OK. de même, là. Fait que, mettons, puis tu sais, c'est niaiseux, la question, je vais vous la poser, puis dans votre tête, la réponse, ça va être hyper évidente, mais c'est parce que là, on l'a décortiqué, le processus ensemble. Mais seriez-vous prêt à vous acheter un chalet locatif court terme, puis je vous dis, les seuls scénarios possibles, c'est que vous ayez 0$ ce mois-ci ou 1500$, qu'est-ce que vous prenez? Vous allez me dire, ben oui, Mathieu, je vais prendre 1500$. OK, mais là, je viens de vous expliquer c'est quoi la stratégie, puis la technique derrière ça, puis comment on le fait. Fait que venez pas dire qu'à 75$ la nuit, vous ne serez pas rentable parce que vous allez passer un rouleau de papier de toilette par jour qui coûte 2-3$. Puis, tu sais,
Puis l'électricité consommée, ça coûte bien plus cher avoir un chalet vacancy qui est complètement libre que d'avoir un chalet qui, au moins, tu vas payer tes frais fixes, qui va t'en rester un peu, parce que tu absorbes toutes tes dépenses sur une année complète. Ton volume est absorbé sur les mois qui sont normalement morts, que personne n'est loué. Toi, tu vas aller être agressif puis louer. Fait que tout passe par là. Il faut que tu sois wise, puis il faut que tu sois prêt à prendre le risque, puis arrêtez de me dire que les bas prix attirent les mauvais locataires. Hey, pour de vrai, si ça serait ça la réalité, là, notre chalet aurait été brûlé, saccagé, il y aurait eu du dynamitage dedans, il y a du monde qui serait avec des haches puis nous aurait défoncé les murs. Là. Ouais. Oublie ça. Là. Puis pourtant, en 2 ans, on a eu un bris, puis qui semble quand même être accidentel. Là. Je pense au divan. Là. Oui, c'est ça. Puis, fait que c'est ça, soyez wise, puis parlez aux personnes qui le vivent, qui le font, puis partez pas dans des stretches d'avoir des hypothèses fondées sur rien. Fondez-vous sur des faits, validez les chiffres, validez la compétition autour, puis après ça, établissez votre budget en fonction de ça, pas en fonction des idées et des rêves que vous avez. Prenez la réalité en compte. Puis, si jamais vous êtes trop occupé et que ça ne vous tente pas de faire cet exercice-là, on est là pour ça. www.chaleto.ca 418-431-5095 418-431-5095. Là, je vais juste revenir encore sur quand vous êtes rendu durant la construction. Vous êtes en train de contrôler vos prix de construction. Vous avez parlé en réalité que, bon, tous vos sous-traitants, vous les contrôlez, mais là, il faut aussi gérer l'achat des meubles. Toi puis moi, on est les premiers à dire, quand vous êtes à l'aise, là, de magasiner un peu sur Marketplace. Pourtant, pour de vrai, tu peux trouver quand même des beaux meubles qui sont fonctionnels. Puis tu sais, pour de vrai, même si tu pognes une pomme pourrie dans tous tes électroménagers, ben même si tu en achètes un deuxième, tu vas quand même avoir été plus rentable que si tu as acheté un électro neuf. Il faut magasiner quand même, ça demande du temps. Des fois, on n'a pas autant de temps qu'on voudrait. Ça, c'est un autre game, mais ça, c'est une façon aussi de contrôler son coût de construction. Pour continuer un peu sur la tangente qu'on voulait prendre tantôt, dans la construction, là, mettez-vous pas trop de pression. Là. Des fois, vous avez des deadlines que vous-même, vous n'allez pas respecter dans le sens où vous étiez dit que vous alliez faire la peinture telle fin de semaine, puis que là, tu sais, que vous aviez prévu juste 2 jours, puis après 2 jours, vous avez juste fait la moitié. C'est là qu'il faut faire attention, il faut que l'équipe soit soudée. Matt, ce qu'il me dit souvent, là, quand on construisait nos premiers chalets ensemble, c'est notre collaboration ensemble, c'est comme un mariage. Tu sais, il va y avoir des journées que ça va être hyper facile, que tout le monde va être heureux. Il y a des journées pour de vrai que ça va être plus rough. Des fois, j'avais envie de le cogner. J'étais, hey, je suis écœuré de toi, dégage. Là. Tu sais, mais il faut faire attention, il faut se respecter. Comme dans un mariage, il faut vraiment prendre le temps de prendre un pas de recul, de respirer, puis pas d'être émotif, puis de dire, gang, ben, au pire, le chalet va être prêt une semaine plus tard. C'est pour de vrai. C'est pas une semaine plus tard, c'est un projet que peut-être vous allez avoir 20 ans en location qui va avoir un impact. Là, oubliez ça. Faites attention à vos amis avec qui vous allez collaborer dans le projet-là. Ultimement, quand même, l'amitié a beaucoup plus d'importance qu'un petit investissement qui va être en retard d'une semaine. Ça, c'est un point que je voulais amener. Puis, tantôt, je l'ai effleuré un peu, mais je voulais revenir sur ça aussi, sur, nous, dans notre projet, dans le chalet Casino Royal, c'est les 2 filles qui font les achats des objets thématiques ou de tout ce qui est thématique. Mais il faut faire attention. Oui, des cadres, c'est facile à acheter. Mais on a fait attention, on a acheté des napperons. Les couvertures de lit sont, je veux pas, on pense à Casino Royal, tu penses à quelle couleur en premier? Rouge, noir, boum! Blanc. Ben, c'est ça. En réalité, on a pensé à rouge-noir, donc on a essayé de chercher des couvertures rouge-noir. C'est niaiseux, là, mais la façon qu'on place les... comment on appelle ça, les draps qu'on met au bout du lit? Là, les jetés. Ouais, les jetés. Ben, on vient les écraser comme si ça faisait un nœud papillon. Ça, sur le côté, ils sont larges, puis au milieu, on les squeeze. Ça fait un beau nœud papillon. Comme quand tu vas dans un casino, tu penses à, mettons, Casino Royal, tu penses à, mettons, à James Bond, qui était tout chic. Ben, on pense à un nœud papillon. Les tapis d'entrée, ben, c'était Welcome to the Casino. On a mis des... Puis là, on a fait attention pas d'aller trop dans l'intense, mais on a mis des LED à un endroit autour de la table de billard pour vraiment que ça fasse plus casino. Dans les casinos, il y a toujours des machines avec plein de lumière partout. C'est-à-dire qu'on voulait un peu de lumière quand même. Elle va acheter des machines à slot? Non. Pourquoi? Non. Ben, pour de vrai, je viens de parler que peut-être ça va être étape 2. Ouais. Peut-être l'étape 3. Peut-être dans un an, je vais me gâter. Y a-tu moyen d'un chalet locatif comme les bars? Ils ont des permis genre à slot pour pouvoir mettre des 20$, là, puis que le monde vienne jouer aux machines dans le chalet. Tu penses que tu pourras pouvoir... Ben, je voudrais pas aller vers ça. C'est pas ma mentalité. Mais en réalité, je suis sûr qu'il existe des machines que tu prends de la fausse argent qu'on pourrait, qu'on dit aux clients. Sûrement.
il y a un bac de faux argent, gâtez-vous, vous jouez avec la fausse argent, puis quand vous l'avez épuisé, ben rouvrez la machine, puis repensez la fausse argent, puis recommencez. Bref, mais peut-être que c'est ça, mais non, on a acheté une table de billard, là, ça c'est thématique casino, on a acheté une table de poker, bien sûr. Poker qu'on peut faire quand même plusieurs jeux de casino dessus. Par contre, puis c'est correct, il faut vraiment se respecter, on a quand même fait attention que les filles voulaient aussi qu'il y ait un endroit en chalet qui soit plus calme, plus paisible. C'est-à-dire vraiment, on a investi énormément dans la thématique au sous-sol, dans le salon avec la table de billard. Même là, l'étape 2, qui va se faire comme 2-3 mois après qu'on ait commencé les locations, c'est qu'on veut vraiment mettre un mur de photobooth de célébrités. Le monde va pouvoir se prendre en photo avec une petite appareil qu'on va laisser sur place, puis la photo va s'exprimer tout de suite, puis ils vont pouvoir coller leurs photos de leur groupe sur le mur. Ça, c'est déjà une étape 2 qu'on pense. C'est pas le jour 1. Ça va peut-être être 2, 3, 4 mois, même peut-être 6 mois plus tard. On a déjà donc des plans après la construction. Dites-vous que la prochaine étape, normalement, à partir de là, c'est que tu arrives à la fin de ton projet. Il faut que tu prévois les derniers sous-traitants, la prise de photos, qui est hyper important. Vraiment, des photos avec ton cellulaire, ce n'est pas des belles photos. Photos professionnelles, que tu investis un peu plus qu'un photographe cheap, ça en vaut à peine. Le studio créatif, pour de vrai, il prend vraiment des photos sur la coche. Je n'ai pas de le contacter. Il a fait la plupart de nos photos dans notre secteur à Québec. Sinon, aussi, quand on est rendu à la prise de photos, c'est là aussi qu'il faut faire votre demande de CTQ. Attendez pas jusqu'à la dernière seconde pour faire votre demande de CTQ. Vous pouvez le faire quand il reste encore 2-3 trucs à construire. Le plus vite que vous avez votre numéro de CTQ, le plus vite vous avez le droit de faire de la location en cours. Sans votre numéro de CTQ au Québec, vous n'avez pas le droit de faire de la location court terme. Vous pouvez faire de la location long terme, mais rendu là, je vous conseille plus d'attendre une semaine ou 2, puis d'avoir un permis de faire de la location court terme, ça va être beaucoup plus rentable, pour être franc. Là. Puis, gênez-vous pas, durant la fin de la construction, de faire un tour avec l'équipe de ménage. De leur demander, « Hey, y a-tu de quoi que tu voudrais que je change dans le chalet? Y a-tu un endroit que tu voudrais, tu sais, là, j'ai pensé mettre le rangement là, j'ai pensé de barrer l'armoire là pour toi, mais toi, qu'est-ce que tu aimerais? Qu'est-ce que tu penses qui va optimiser? » Deuxième sécheuse, PO. Ben, en réalité, comme on a. Oui. Puis ça, je le martèle dans tous mes meetings. À partir de 14 personnes, je pense que même c'est 12. Même, en réalité, ce que je dis d'habitude, c'est en haut de 10. Ça veut dire plus de 10. À penser, c'est ça, à réfléchir, mais à partir de 14, je pense que ça prend une deuxième sécheuse parce que l'équipe de ménage va passer trop de temps sur place puis ils vont vous charger des frais énormes. Donc, avec une deuxième sécheuse, les ménages vont rouler. Faites pas l'erreur d'acheter des trucs commerciaux à genre 10 000 $. D'un, ça marche pas bien. Acheter des laveuses, sécheuses vraiment résidentielles. Puis il y a certaines marques qui sont meilleures que d'autres. Là, on n'est pas ici pour faire de la pub à aucune marque, mais bref, je vous conseille, quand vous avez un gros chalet, de penser à une deuxième sortie de sécheuse. Ça coûte pas cher à penser, mais vous allez sauver de l'argent sur le long terme pour l'entretien ménager. Sur les heures d'entretien ménager en réalité. Énormément. Puis ça, c'est justement au Casino Royal, tu as mis une deuxième sécheuse. Puis ça, c'est notre expérience avec les compagnies de ménage qui t'a fait allumer sur ça parce que si tu vas sauver de l'argent et tout sur le futur, c'est clair. Ben oui, puis tu sais, une des erreurs que pourtant, moi puis Matt, on le dit à nos clients de ne pas faire, puis là, dans la construction, il y a tellement des trucs à penser. C'est une minime erreur que j'ai oubliée. Le spa, il faut toujours avoir un robinet extérieur proche pour pouvoir le remplir. Mais en hiver, pour de vrai, il peut arriver que ton robinet, pour X raison, tu l'as mal fermé, il a gelé, ou ça fait plusieurs années, puis que là, bon, il s'est brisé. Il faut toujours avoir un robinet de secours que nous, normalement, dans nos chalets, on le met en dessous du lavabo. On met une valve que le monde peut venir plugger l'arrosoir dessus pour que l'équipe de ménage puisse remplir le spa. C'est niaiseux. En plein milieu dans la construction, quand toute la plomberie était faite du chalet, j'ai checké dans la cuisine, j'étais « Ah, merde! On n'a pas pensé à ça. » On s'est dit, là, ça coûte 15$, t'as juste coupé le PEX, t'as rajouté ça. On l'a même pas fait. On s'est dit, garde, on finit le chalet. Quand l'été va commencer, on va faire ça. Quand vous ne voulez pas, il y a sûrement une affaire qu'on ne va pas avoir vue de robinetterie, peut-être qui va être défectueux. On s'est dit, on va attendre. Être sûr qu'il ne faut pas ramener le plombier pour autre chose, admettons qu'on n'aurait pas vu. Quand on est sûr qu'on n'a pas besoin de recoller le plombier, ça veut dire on va attendre quelques mois. Ben, là, à ce moment-là, on le fera. Pour de vrai, normalement, à la valve, le robinet extérieur ne va pas briser les premiers mois. Ou en tout cas, si c'est le cas, ça va être vraiment une malchance. Là. C'est-à-dire, même nous, puis pourtant, je martèle à mes clients tous les conseils que je donne. Ça se peut qu'on oublie, mais il ne faut pas se casser la tête, il ne faut pas être émotif, il faut être zen, on avance. C'est-à-dire, pour de vrai, un projet, ça ressemble à ça. Comme nous, notre Casino Royal, on est rendu à l'étape finale, on a fait la demande de CTQ,
Normalement, il va être sur le marché officiel le 19 décembre, selon moi, le 20 décembre environ. C'est-à-dire, on va être capable de ramasser à bas prix le temps des fêtes. Nous, on ne s'attend pas que, comme Matt le dit, là, c'est sûr que si tu affiches ton chalet dans le mois de décembre, attends-toi pas d'avoir le temps au temps des fêtes à ce que tu aurais voulu. Admettons, tu aurais voulu l'avoir à 800$ la nuit, tu ne l'auras pas. Puis si tu l'essayes, ben, tu auras zéro, comme Matt vient de dire il y a quelques minutes. C'est-à-dire, nous, notre mentalité, ça a été, on est allé un peu selon la grosseur des groupes, ce que normalement je ne fais pas. Là. On est allé selon la grosseur des groupes. Si c'était des plus petits groupes, ben, on baissait beaucoup les prix. Si c'était des plus gros groupes, ben, on baissait les prix, mais on essayait de trouver de quoi de logique. Puis on regardait les compétiteurs autour pour être sûr qu'on était plus bas que les compétiteurs pour s'assurer qu'on soit booké. On ne veut pas, à la fin d'un projet, oui, ton retour de taxe, tu vas l'avoir, mais tu vas l'avoir dans 1 mois, 2 mois, bref, peu importe quand, tu vas l'avoir plus tard. C'est là que souvent, tu es un peu plus serré à la ceinture, puis tu veux avoir une rentrée d'argent le plus vite possible pour avoir un petit coussin qui grossit pour te protéger. Là. Exactement. Donc, merci, comme à l'habitude, d'avoir écouté nos podcasts. Vous pouvez les visionner la plupart sur le channel YouTube du Airbnb Show. Si jamais vous souhaitez réserver nos hébergements, super simple, vous vous rendrez au www.chaleto.ca ou encore nous contacter par téléphone au 418-431-5095. Même chose si vous voulez de l'information pour la gestion locative, on est toujours disponible pour répondre à vos questions. Ça va nous faire plaisir de parler avec vous et d'écouter vos projets pour le futur. Okay. Puis aujourd'hui, on a parlé beaucoup du Casino Royal, que c'était facile, on était les deux ensemble. Mais pour de vrai, à chaque semaine, on rajoute des nouveaux chalets qui viennent de finir d'être construits. C'est-à-dire, gênez-vous pas, là, vous regardez notre site. À chaque semaine, à chaque 2 semaines, vous allez voir des nouveaux chalets popper. Puis, je vais être franc avec vous, c'est le temps de sauter sur le chalet-là à cause qu'on est agressif au début sur les prix. Là. C'est-à-dire, regardez souvent notre site, regardez les nouveautés qui apparaissent sur notre site ou sur notre page Facebook. Puis ça va vous permettre d'avoir des deals que vous n'allez jamais retrouver ailleurs. Puis que même le chalet-là, vous n'allez pas le retrouver dans 2-3 ans au prix-là. Parce qu'on fait des deals de dernière minute pour combler nos chalets. Sur ça, bonne journée.